l'ultra haute émission avec TCL, deuxième fabricant mondial de téléviseurs. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 01 TV pour ce nouveau numéro de l'ultra haute émission. Tous les mois, vous le savez maintenant, si vous êtes un fidèle, on évoque dans cette émission les meilleures séries, les meilleurs films et le meilleur de l'image et du son avec nos chroniqueurs. Bienvenue au sommaire pour ce nouveau numéro. On va vous faire découvrir non pas notre trailer du mois, mais nos trailers du mois. Sans un bruit 2, mais aussi le retour d'Alexandre Astier avec l'attendu Kaamelott. On évoquera aussi le JT du son et de l'image avec Jean-Sébastien Zanqui. Au menu Disney+, on n'en sait plus sur le lancement. Et puis on retournera au CES pour parler d'image et de son. L'invité de la semaine, ce sera le directeur général adjoint d'OCS. OCS, un service de SVOD qui propose énormément de contenu. On fera le point tout à l'heure. On évoquera aussi le top 5 des séries du mois qui ont fait le buzz avec Guillaume Boutin de Sens Critique, qui est le cofondateur de Sens Critique. Et puis, on ira dans la rue, vous écouter pour parler avec vous de séries. Les séries qui sont devenues un vrai phénomène de société. On vous a posé quelques questions amusantes, on verra ça. Et puis, notre rendez-vous vintage de ce mois. Après 17 ans, les voilà de retour. Will Smith n'a pas pris de ride dans ce Bad Boys 3 qui démarre très très bien au cinéma. Et puis, la sortie du mois. Peut-être l'une des surprises des Oscars, il s'agit de 1917, le film de guerre à voir actuellement. Voilà, vous savez tout, c'est le sommaire de l'Ultra Haute Émission. Bienvenue sur 01 TV. Et merci d'être avec nous sur 01 TV. 01 TV maintenant qui est une vraie chaîne de télé. Peut-être le savez-vous si vous nous suivez sur les box Orange, SFR et bientôt Free et Bouygues Télécom. 01 TV, c'est 24 h sur 24, toute l'actu high-tech. C'est la première chaîne d'actualité high-tech que vous pouvez retrouver. Donc, chaîne 141 chez Orange, 241 chez SFR. Et puis, bien évidemment, comme toujours, et ça ne bouge pas, sur YouTube et sur 01nettv.com. Alors, l'Ultra Haute Émission, c'est évidemment avec nos chroniqueurs, la team de l'UHE. Jean-Sébastien Zanqui est là. Salut Jean-Sébastien. Salut François, bonjour à tous. Jean-Sébastien avec qui on évoquera tout à l'heure, entre autres, le JT du son et de l'image. On n'en sait plus sur Netflix, c'est sur Disney évidemment, aussi. et sur évidemment Disney+, qui est dans les starting blocks en France, qui va arriver en mars. Thomas Camacho est là. Bonjour Thomas. Salut François, salut à tous, bonne année. Spécialiste des séries aussi, Thomas, bien sûr. Bonne année à toi. Ça va ? Oui, ça va bien, et toi ? Très bien, impeccable. Voilà, et puis Guillaume Boutin qui nous est fidèle, bien sûr, cofondateur de Sens Critique. Salut François. On salue ta maman, bien sûr, toujours. Guillaume, toujours, qui maintenant peut nous regarder sur les box aussi, c'est un moment important. Madame Boutin, on vous salue. On va tout de suite commencer, vous le savez quoi, par notre concours, puisqu'on vous offre un super cadeau, vous le savez, à chaque fois dans UHE, et en partenariat avec notre marque préférée, TCL, on vous offre une super télé. Une télé dont la référence c'est la 55 EP 640W. Je sais, ça fait rêver. Et c'est une télé évidemment qui est connectée sous Android, donc autant vous dire qu'avec Android TV, vous avez tous les services de SVOD que vous voulez, de Disney+, en passant par Netflix. Évidemment, il y a OCS, évidemment, il y a MyCanal, évidemment, vous avez RMC Sport, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Cette télé est compatible Dolby Audio aussi, pour améliorer l'expérience audio. C'est une télé de 55 pouces qui est Bluetooth, évidemment, que vous pouvez connecter en Wi-Fi à votre réseau. Ce très très beau cadeau offert par TCL et par l'Ultra Haute Émission, on vous l'offre tout simplement en allant sur le site de 01net.com. 01net.com, vous allez dans l'article qui résume en fait le contenu de cette émission. Vous verrez en bas, vous avez un petit concours avec une petite question, et si vous répondez justement à la question, vous participez au tirage au sort, et peut-être que cette belle télé sera à vous. On vous souhaite bien évidemment bonne chance. On commence tout de suite par les trailers, les amis, vous êtes prêts ? On y va ? Alors, les trailers du mois. Les trailers du mois, parce que, évidemment, la team UHE a failli s'étriper. Il en fallait un, et on en a eu deux. Deux trailers. On va commencer par le premier, et ça va être Kaamelott, le retour de Kaamelott. Regardez les 30 premières secondes de ce trailer.
patience, c'est un plat qui se mange sans sauce. On a eu peur parce qu'au début, on croyait que c'était Game of Thrones. Et puis, il y a quand même la chute Ouais. de la fin où on se dit, bon, voilà, là, c'est bien Kaamelott. On y Kaamelott, c'était il y a 15 ans. Ça ne nous rajeunit pas. C'était en 2005 Fou, hein. que Alexandre Astier avait complètement révolutionné, enfin plein de choses. Voilà, parce que c'est à la fois une fiction, mais où vraiment on se bidonne. C'était vraiment très sympa. Ça durait, si mes souvenirs En sont bons, 2009. 4 ans, voilà, en 2009. Il y a eu, est-ce que vous savez combien il y a eu d'épisodes ? Non, Non, mais dis-nous. beaucoup, je pense. Wikipédia est devant moi, hein, c'est pour ça. Je fais le malin, mais voilà. 458 épisodes. Non. Et donc, 15 ans après le coup d'envoi de Kaamelott, ça revient. Ouais. C'est un peu une Madeleine, non ? C'est un peu une Madeleine de Proust, Kaamelott, pour beaucoup Ouais, d'entre nous. ça continue de fonctionner. En plus, ça continue à repasser régulièrement Mais à oui. la télé. Moi, je ne connais pas extrêmement bien la mythologie, l'univers, mais c'est vrai que j'adore, j'aime beaucoup. Je suis un petit fan, on va dire que je suis un footix de Kaamelott. Mais non, je suis curieux parce que c'est un projet qui revient de loin, dont on parle depuis pas mal de temps. Alexandre Astier à la barre. Alors, les premières images sont très intéressantes parce qu'on sent quand même qu'il y a du budget. On parle de 15 millions de dollars pour ce film-là. 15 millions d'euros, pardon. On y est Ce pas qui fait encore. 17 millions de dollars. Voilà, exactement. Et c'est intéressant parce qu'on sent à la fois qu'il garde le ton un peu sérieux qui a pu déplaire à certains fans sur la fin des saisons, mais on a quand même le ton décalé aussi qui ressort avec notamment les guest stars qu'on aperçoit dans les premières images, avec notamment Chabat, Decaune et Clavier. Donc c'est plutôt prometteur. Il y Ça a a l'air- des nouvelles guests aussi. Ouais, Et il y a des et nouvelles ça, guests. Évidemment Sting. Sting, ouais, Et c'est ce qui donne en fait toute la saveur à cette série, c'est les guests. c'est Voilà. ça. Encore, Voir Clovis Sting dans Cornillac, Kaamelott, c'est quand même c'est chaud, quoi. Et même Sting d'ailleurs a tweeté le teaser Eh oui. quand il est sorti il y a quelques jours. Non, moi je suis très curieux, ça a l'air très bien produit. Ça sort quand ? Ça sort au cinéma direct, Ça sort le 29 juillet, ouais. 29 juillet au cinéma. à, la place 29 du juillet, à la place du 14 octobre. ouais. On ne sait pas pourquoi. Enfin, peut-être que les programmateurs se sont dit que c'était peut-être pertinent de sortir ça l'été. C'est peut-être le type de film qu'on va voir plutôt en vacances. J'ai envie de te dire, c'est pas faux. Ouais. C'est pas pas faux. référence. Non, je pense C'est ouais, pas il faux. y a une vraie stratégie de distribution derrière, c'est certain. Ouais. Mais je t'avoue, je sais pas. J'ai demandé, mais pour l'instant, j'ai On pas n'a eu pas, de eu de- réponse. on n'a pas eu de Non. retour. C'est très curieux parce qu'il y a Tenet de Christopher Nolan Ouais. qui sera en salle une semaine avant. Et en face de Kaamelott, on aura aussi Jungle Cruise avec The Rock, qui est un film Disney adapté d'une attraction de Disneyland. Donc blockbuster, deux gros blockbusters en face de Kaamelott. Je lui souhaite le meilleur, évidemment, hein. Bah, c'est les- Moi, je fais quand même un pari que je tiens ici. Je pense qu'il va éclater tout le monde. Ouais. Je pense. Ouais, il a une base de fans. Je pense, bien qu'il y a- sûr. je pense que ça va être un autour Et raz-de-marée. puis lui c'est ce que qui tu est- disais, Guillaume, sur les réseaux, Bah, ça chez a nous- envahi les réseaux. Bah, chez nous, c'est simple. Enfin, même sur Sens Critique, c'est simple. C'est le film le plus attendu de l'année. Bien sûr. Devant les Marvel, les James Bond, ce que tu veux. Et en plus, très très loin. C'est vrai que le projet était annoncé depuis longtemps, donc très attendu. Et Astier, aujourd'hui, a une aura. Je pense qu'il y a deux talents en France qui ont une aura incroyable. C'est Astier et Chabat. C'est-à-dire que ces deux personnes, ils peuvent faire n'importe quoi. Ils peuvent Ouais. vous réciter l'annuaire. Bien sûr. Devant, les gens seraient quand même fans de toute façon. Et en cas de succès, il y aura normalement 2 autres films qui sont prévus. Il y a une trilogie, hein. On verra. Deuxième trailer, eh bien, il s'agit de Sans un bruit, le retour. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, chérie. Ça va aller. Maman, Ouais? Mais qu'est-ce qui se passe? C'était quoi ça? Ça va? Maman, ça va, tout va bien. c'est papa. Quoi? C'est papa, c'est Où papa. ça? Où ça? Oh, Maman, oh mon Dieu! Ça va aller! En général, quand la maman dit t'inquiète pas, tout va bien se passer, là, il faut commencer à flipper. Hein. En général, dans un film d'horreur, c'est comme ça que ça se passe. Sans un bruit 2, ça y est, on tient une nouvelle franchise, là, les amis. Oui, bah, c'est Hein la suite du premier film sorti en 2018 qui avait été un gros succès critique et public. C'était ce qu'on appelle un sleeper hit, c'est-à-dire que personne ne l'attendait. Il a fait 340 millions de dollars au box-office pour 17 millions de budget. Ça, j'en connais qui doivent se faire. Ouais, les Donc, gars. c'est un beau... Ouais. c'est très, très
belle cash machine, on va dire. Ouais, moi j'avais un petit souci sur le premier film qui avait des gros soucis d'écriture, de cohérence. Mine de rien, le concept se tenait plutôt. Très curieux. C'est John Krasinski, le réalisateur du premier, qui rempile. On attend, les images sont plutôt prometteuses là. J'espère que ce sera plus intéressant. On rappelle le pitch, les amis, vous l'avez vu ou pas, sans un bruit de... Alors moi je ne l'ai pas vu du tout, ni le 1 ni le 2. En gros, c'est des monstres, le monde a été envahi par des monstres qui ont tué presque tout le monde, et il ne faut surtout pas faire de bruit, c'est comme ça qu'ils vous repèrent. C'est ça. D'où le titre. Et donc là, en fait, on suit la famille Abbott parce que le premier était un huis clos, ça se passait dans une maison. Là, ils sont confrontés au monde extérieur, donc face justement aux monstres. Et de ce qu'on voit dans la bande-annonce, c'est qu'il y aura également une partie flashback préquelle où on reviendra sur les origines du chaos, en fait. Voilà. Sans un bruit de, ça sort quand ça sort le 2, j'ai plus la date, désolé. Bon, bah ça sort bientôt. Pour ajouter juste un Le 18 mars. 18 mars. Merci Laure. Juste ajouter peut-être un truc qui est intéressant, ça fait partie, comme tu disais, de ces films d'horreur où il y a un vrai succès aussi auprès des cinéphiles. Souvent, l'horreur, c'est un genre, bon, voilà, oui, un peu série B, etc. Et qui est laissé pour compte pour les... Enfin, ouais, ou alors on le mate en ouais. mode série B, nanar, samedi soir avec des potes. Et c'est vrai que Sans un bruit a créé un vrai petit événement. Et Sans un bruit 2 est hyper attendu au tournant même, justement, pour voir s'il va tenir... il va faire aussi bien que le premier. Très bien. JS, il faut que tu as du je retard. vais faire le rattrapage et puis je vais aller voir le 2. Voilà, tout à fait, ouais, avec plaisir. Ça rigole pas. Écoutez, on va enchaîner tout de suite avec justement, et là on va faire un petit peu de bruit parce qu'il faut que tu parles. Évidemment. C'est notre JT du son, de l'image. Et voilà, c'est tout de suite. Puis je vous rappelle que dans quelques minutes, nous recevrons l'un des porte-parole d'OCS. OCS que vous connaissez sans doute si vous êtes un fan de séries, si vous suivez par exemple les séries H24 genre Walking Dead, qu'est-ce qu'il y a d'autre, enfin il y a plein de séries, Game of Thrones bien évidemment, Westworld, enfin tout ça, c'est sur OCS. Eh bien, le directeur général adjoint d'OCS sera avec nous tout à l'heure, Boris Duchesnay. Mais dans l'immédiat donc, le JT du son et de l'image. Avec, pour commencer, eh bien, on va parler de SVOD. Tout à fait, on va parler de SVOD et de Disney+, forcément, puisque c'est le service qui est le plus attendu, en tout cas en ce début d'année. Avec une petite surprise, il y a quelques jours, Disney a annoncé, finalement, avancer la date de lancement du service en France. Ça ne sera plus le 31 mars, comme c'était prévu à la base, mais le 24. Donc voilà, une semaine avant, on pourra profiter du catalogue Disney et également de The Mandalorian. On vous rappelle, la première série Star Wars. Disney a également communiqué le prix de l'abonnement qui sera de 6,99 € par mois ou de 69,99 € par an, donc avec 2 mois de réduction si on s'abonne à l'année. Évidemment, ça sera disponible via une application dédiée sur les smartphones, sur les tablettes. Et si vous voulez le regarder sur les box, c'est distribué via Canal+, cette fois-ci. D'ailleurs, Canal+ fait des abonnements groupés avec les services OCS, Netflix et certainement Disney qui pourra arriver dans cette option-là. Ah, c'est sûr, même ça a été quasiment confirmé. Oui, c'est certainement quelque chose qui va arriver. Et donc, on est allé vous demander justement dans la rue si vous attendiez ce service-là. Donc, on regarde ça tout de suite. J'en ai entendu parler, mais dans le sens où je regarde pas beaucoup de Disney, je compte pas vraiment m'abonner. Oui, j'en avais pas du tout entendu parler, mais oui, ça pourrait totalement m'intéresser. J'aime bien les Disney aussi, donc voilà. Donc oui, j'en ai entendu parler et ça m'intéresse beaucoup. J'ai vu aussi que c'était moins cher que Netflix et que je l'ai testé en craquant Internet avec un VPN. Et du coup, ouais, ce qu'il y a dessus, le catalogue, il est sympa vraiment. Je sais pas, vu que je regarde pas trop de séries de Disney, en général j'aime pas trop, enfin c'est pas ce que je préfère du coup que j'ai déjà Netflix. Enfin ça, j'en avais entendu parler et ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant vu que les Disney c'est quand même sympa et tout, mais du coup je pense pas trop. Bah en vrai je trouve ça trop cool, mais si j'ai déjà Netflix je vais pas repayer un autre abonnement pour Disney, même si au final c'est bien quand même d'avoir un truc Disney, parce que tous les Disney ils sont trop bien, mais bon, en vrai, je vais pas repayer un deuxième abonnement. Enfin, c'est moi qui paye Netflix, mais... alors non, j'étais pas au courant. Donc déjà, c'est une bonne chose à savoir. Et après, je sais pas, ça dépendra des contenus. Parce que je suis pas trop Disney. Enfin, j'aime bien, mais m'abonner pour Disney, je sais pas, ça, on verra. Alors, je suis très au courant, parce que j'ai déjà regardé Le Mandalorian. Par contre, je pense que ça a été réglé, mais ils ont des gros problèmes de hackage.
Le premier jour où la plateforme est sortie, il y avait déjà 32 millions de comptes qui ont été hackés, qui étaient donnés sur le dark web. Donc j'espère que ça sera réglé. Après, on verra. Dark web. La dernière demoiselle était un peu geekette quand même. Hein. Oui, alors ça a été hacké, 30 millions, j'ai déjà vu ce Mandalorian. Comment vous avez fait, mademoiselle? Parce que rappelons que c'était compliqué. Alors peut-être qu'elle a regardé notre précédent numéro du Match. Tout à fait. On expliquait que voilà, c'était un peu compliqué de regarder Disney+, mais qu'on pouvait quand même y arriver. Oui, une sorte de zone grise autour de Disney+. D'ailleurs, je suis pas allé en prison, vous avez vu? Non, c'est vrai, parce toujours là. Parce que j'avais un peu peur quand même. C'est intéressant, hein? Oui. Ce qui ressort, c'est les tarifs, 6,99. C'est vrai que c'est pas cher. Après, on a aussi d'autres personnes qui disent oui, mais je suis déjà abonné à Netflix. Est-ce que je vais aussi m'abonner à Disney+? Parce que mine de rien, ça fait encore 7 € à rajouter. Il y en a qui aiment pas trop Disney, d'autres. Là-dessus, moi, il y a un truc que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est qu'on ne parle, enfin, quand on pose la question aux gens, ils ne parlent que des Disney. Sous-entendu, les dessins animés. Il n'y en a pas un seul qui a parlé des Star Wars et des Marvel. Est-ce qu'ils sont au courant? C'est un vrai sujet, je pense. Parce que quand on s'appelle Disney+, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, en fait. Hein. Après, attention, Disney n'a pas encore commencé à communiquer en France. Ils ont des moyens gigantesques. Donc je pense que ça va bien rentrer dans la tête des gens quand même qu'il y a Star Wars et Marvel, à mon avis. Ouais, il reste encore 2 mois. Il y a le temps que Disney communique et fasse du matraquage, je pense, et puis il y a aussi National Geographic et le catalogue de la Fox aussi un peu qui est prévu. Oui, bien sûr. Attention, hein, qu'une toute petite partie du catalogue de Fox, que la partie famille. C'est-à-dire sur Disney+, il n'y aura, à l'exception de Marvel des Marvel et de Star Wars, il n'y aura que des programmes familiaux. Donc tu n'auras pas les Searchlight, etc., tous les films Fox un peu... Mais tu n'auras pas Alien, quoi. Non, tu n'auras pas Alien. Tu as Avatar, typiquement. Tu as, je sais pas, Chérie, j'ai rétréci les gosses, je crois, un truc comme ça. Mais c'est vraiment du grand public, du familial. Forcément famille, c'est le leitmotiv. Oui, c'est le pitch de Disney. On ne sort pas du famille. Mais après, il y a la plateforme Hulu, donc, qui est pour l'instant aux États-Unis. Qui appartient aussi à Disney. Bien sûr, qui est un peu l'équivalent de HBO, on va dire, et qui, normalement, de ce qui se dit maintenant, et ça se confirme, va aussi arriver en France, pas tout de suite. Mais donc, on peut imaginer Disney quand je suis avec mes enfants, et le soir, avec ma femme ou mes potes, je regarde Hulu pour voir les films ou les séries un petit peu plus exigeantes et plus adultes. Donc, ce sera encore un abonnement à prendre. Tout à fait, mais on peut imaginer aussi qu'il y aura des bundles. Sûrement. Le chiffre aux États-Unis est assez intéressant, c'est que la moyenne est à 2,7 abonnements par foyer, dont un de sport. ESPN, qui est aussi Disney. Mais bon. C'est intéressant parce qu'on va voir ce qui va se passer, bien sûr. D'un côté, on a Netflix qui dépense quasiment sans compter pour produire. Et qui s'endette. J'ai cru comprendre 17 milliards cette année, en 2020, 17 ou 18 milliards, vous vous rendez compte, c'est dingue. Et puis de l'autre côté, vous avez Disney+, qui va arriver. On évoque aussi un service Warner. Qui pourrait aussi débouler. Ce serait HBO Max. HBO Max. Voilà, HBO Max. Est-ce que ils HBO Max. Date encore. Comment? Ils n'ont pas donné de date. Non. Pour le coup, ce sera peut-être plutôt 2021. HBO qui est distribué par OCS pour l'instant. On posera la question à notre invité tout à l'heure. Est-ce que le contrat HBO avec OCS se poursuit ou pas? Donc ça, c'est pour Disney. Est-ce que vous allez vous abonner tous les trois à Disney+? Non. Thomas, non? Moi, j'ai 2 enfants, donc toi, tu es un peu obligé. Il n'y a même pas de débat. Il n'y a même pas de débat. Oui, moi, je vais m'abonner pour ne serait-ce regarder Mandalorian, que je n'ai pas encore vu. Donc, voilà, et puis tester le service, tout simplement. Non, moi, je vais faire des économies de DVD. Il faut savoir que Disney a réussi. Disney a réussi avec le temps. Ils ont toute une stratégie sur la vidéo de sortie vraiment très tactique de leur dessin animé. Qu'ils n'étaient pas tous dispo sur les époques, maintenant ils le sont tous. Mais globalement, un Disney en DVD, c'est 15 €. C'est ce qu'on en avait parlé dans une précédente émission. Oui. Non, moi je ne m'abonnerai pas. Je m'abonnerai pas. Le Netflix, c'est très bien pour consommer des séries, mais le catalogue Disney est tellement riche en films classiques cultes que moi, en tant que cinéphile, je vais privilégier le support physique parce qu'il y a des making-of, il y a des bonus, il y a des commentaires audio et je préfère que mon fils découvre avec les objets entre les mains plutôt qu'il soit à la zapette comme ça. Ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Non, je préfère qu'il ait les choses entre les mains, qu'il me demande ce que c'est. Voilà. Pourquoi pas? Ouais. Tu passes la poussière un peu dans ta DVD de temps en temps? Ça va? Mais en plus, pour rejoindre ce que dit Thomas, c'est un petit peu différent, mais il y a une vraie expérience à aller avec ses enfants. Moi, ils sont petits, mes enfants. On va à la Fnac. On va choisir dans le rayon avec eux, ils regardent, ils les prennent en main. Et puis même, c'est un petit pèlerinage, c'est-à-dire que quand on va à la Fnac, on leur dit on va dans le magasin des dessins animés. Et là, c'est... Jean-Sébastien, ça, tu le perds avec les plateformes.
La suite de ton JT du Oui, son et l'image. donc Disney, justement, on en parlait pour le lancement en France, mais en tout cas, aux États-Unis, c'est un véritable carton, hein, puisqu'on vous rappelle que Disney Plus est sorti le 12 novembre dernier aux États-Unis, et que pendant le dernier trimestre 2019, l'application est tout simplement l'application la plus téléchargée aux États-Unis durant ces 3 mois, enfin même pas 3 mois, puisque c'est sorti le 12 novembre, avec 30 millions de téléchargements. C'est tout simplement le double de la deuxième application la plus téléchargée, qui est TikTok. Donc vous voyez, c'est vraiment un carton de dingue. Alors toujours selon le cabinet Sensor Tower, hein, qui a fait cette étude, Disney aurait engrangé 50 millions de dollars de chiffre d'affaires durant le premier mois d'exploitation, ce qui représente 71% du chiffre d'affaires de Netflix. Donc vous voyez déjà le démarrage canon qu'a réussi à faire Disney. D'ailleurs, il paraît que la courbe de croissance des abonnements Netflix s'est ralentie justement suite à l'arrivée de Disney+. C'est ralenti aux États-Unis, tout à fait. Ouais. Alors Netflix justement continue lui à cartonner ailleurs qu'aux États-Unis, et notamment en France, puisque cette semaine aussi, enfin la semaine dernière plutôt, Reed Hastings, le PDG de Netflix, a donné une interview à l'Express où il annonçait qu'il y avait 6,7 millions d'abonnés en France. Le foyer. Alors voilà, d'abonnements. Ouais. D'abonnements, tout simplement. Donc un abonnement, ça peut être plusieurs comptes, et puis on ne tient pas non plus en compte le partage de comptes, justement, qui est quand même assez observé de près par les plateformes. Oui, parce que si on a le plus petit abonnement, on a un compte. Et c'est mais ça. Si on prend le plus gros, on peut en avoir 4. Tout à fait. Vous vous rendez compte? C'est 1, 2 ou Le 4 chiffre, comptes. l'estimation, c'est 17 millions d'utilisateurs. 17 millions et demi d'utilisateurs. de comptes. Ouais. Waouh, vous vous rendez compte? De toute façon, il y a des 17 études millions, c'est plus d'un quart de la population française. Voilà, il y a eu le des soir, études c'est d'audience. C'est la 5e chaîne de France. Le soir, non, c'est la première, je crois. Ah non, enfin moi ce que j'ai vu Non, je par crois Médiamétrie, TF1, c'était non. plutôt la Je crois que TF1 est 5e. toujours premier, mais Ce c'est qui vrai est- qu'ils ont doublé France 5, je crois. Oui. Et voilà, enfin, c'est quand même assez impressionnant. Bon, ça c'est pour Netflix. Quoi d'autre dans le JT du son et de l'image? Bah alors justement, on parlait de ces partages de comptes. Justement, les plateformes commencent vraiment à avoir un petit peu peur de ça. Il y a justement une étude qui est sortie de Parks Associates, qui est pareil un autre cabinet d'analyse, qui estime que ces partages de comptes auraient causé 9,1 milliards de dollars de pertes en 2019 pour tous les services cumulés de SVOD dans le monde. Et ils estiment que ce chiffre pourrait monter à 12 milliards d'ici 2024. Alors, ils ont un petit peu creusé pour savoir comment c'était utilisé, justement, et ils se sont rendus compte que c'est surtout les plus jeunes qui vraiment partagent leurs comptes. À titre d'exemple, les 13-24 ans sont 64% à faire du partage de comptes, tandis que les plus de 35 ans sont seulement 16% à faire ce partage de comptes. Et puis, évidemment, cela préoccupe toutes les plateformes, hein, puis notamment Netflix, qui avait dit, lors de ses derniers résultats financiers, on commence un petit peu à réfléchir à comment faire en sorte que, voilà, sans faire peur trop aux gens, parce qu'ils ont peur aussi que Bien certains sûr, parce que ça serait une décision impopulaire. Voilà, c'est ça. Surtout que c'était un de leurs éléments du discours marketing. Ils le mettaient eux-mêmes en avant, ce partage de comptes, ce qui était assez malin. Ils se sont piégés, en fait. Ils se sont auto-piégés, finalement. Après, ils sont quand même dans un piège qui est confortable, quand même. Ça va, mais oui, à un moment, je pense qu'ils doivent se dire... Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'ils vont utiliser comme mesure. Est-ce qu'il va y avoir des mesures incitatives? Par exemple, celui qui profite d'un compte partagé, est-ce qu'il peut avoir, par exemple, un abonnement moins cher? Ou alors, est-ce que ça va être des mesures coercitives? Mais ça m'étonnerait, parce que ça serait on vous ferme le compte parce que vous avez partagé avec un ami. Je ne suis pas sûr qu'il soit prêt à se séparer de certains abonnés. Et Google qui veut nous aider à suivre nos films et séries préférés? Oui, tout à fait. Google qui teste directement au sein de son moteur de recherche un bouton qui permettrait d'ajouter, par exemple, vous allez chercher un film, une série surtout, vous allez pouvoir l'ajouter à votre médiathèque, et dès qu'il va y avoir un nouvel épisode qui est en ligne et accessible, Google va vous prévenir pour justement ne pas louper cet épisode, parce que des fois on ne sait pas quand est-ce que c'est diffusé. Donc à voir que ça fonctionne à la fois pour les séries, pour les nouveaux épisodes, et puis pour les films, puisqu'on vous prévient des dates de sortie en salle. Eh bien, dites-moi. Il y a une application qui existe déjà comme ça, TV Showtime. Oui, il y a plusieurs applications qui peuvent exister, tout à fait. Une notif. Sens critique aussi. En plus. Non, mais même Allociné, etc. Oui. Enfin, aujourd'hui, il y a des dizaines et des dizaines d'applications qui... Et encore une fois, Google se dit, je vends des billets directement. Après, il faut voir, nous,
on a regardé ça, on se demande parce que quand même, quand tu commences à vouloir utiliser ce type de fonctionnalité, c'est que tu es déjà un utilisateur un petit peu engagé. Tu veux être tenu au courant de tes trucs. Est-ce qu'en général, tu vas sur des applications qui aujourd'hui rendent très très bien le service? Donc je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Avec bientôt une nouvelle appli qui va arriver, Sens Critique, d'après ce que j'ai cru comprendre. Tout à fait. Hein, c'est trop tôt pour en parler, c'est ça? Plus tard. Un petit peu plus tard. Eh oui. J'ai failli déflorer un truc. Attention. Mais bon, voilà, ça bouge du côté de Sens Critique, bien évidemment. Et puis il y a déjà l'appli, Sens Critique, qui elle permet en fait de sélectionner ses séries, de voir, d'interagir aussi avec la communauté. Sa conso, et non, pour le coup, c'est un outil pour vraiment suivre sa consommation. Pour le coup, dans l'esprit de ce qu'on voyait sur Google. Très bien, merci beaucoup Jean-Sébastien. On avait d'autres trucs à faire, mais le temps tourne. Voilà. Très bien. Juste avant de marquer une petite pause et de se retrouver avec le porte-parole d'OCS, un mot sur le cadeau que nous vous offrons. Je vous rappelle qu'on a une super télé à vous offrir avec notre partenaire TCL, 55 pouces, Dolby Audio, et évidemment elle est connectée pour regarder tous vos services de SVOD. Si vous voulez tenter votre chance, 01net.com, vous allez dans l'article sur 01net et vous verrez à la fin, il y a une petite question, vous y répondez, et si vous êtes tiré au sort, la télé sera à vous. Bonne chance, vous restez avec nous dans un instant. OCS, sa vie, son œuvre, avec notre invité et toujours Jean-Sébastien, Thomas et Guillaume. A tout de suite. Le retour de l'ultra haute émission, tous les mois, toute l'actu des séries, des films, des plus belles images et du bon son, avec toujours Jean-Sébastien Zanqui, Thomas Camacho et Guillaume Boutin, donc le cofondateur de Sens Critique. L'ultra haute émission, vous pouvez retrouver bien sûr sur YouTube, comme avant, et dorénavant, donc sur la chaîne 01 TV, disponible sur vos box Orange et SFR. Notre invité, messieurs, il est avec nous et nous sommes ravis d'accueillir Boris Duchesnay. Bonjour Boris. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'OCS. Directeur général adjoint en charge des programmes. Oui, tout à fait. On salue votre directeur général. Guillaume Jouet. On le salue, sinon il va s'énerver. Il va s'énerver et ce n'est pas le but. Non. Boris, merci d'avoir accepté notre invitation. On a plein de questions à vous poser concernant OCS, qui est un service que l'on évoque souvent dans l'ultra haute émission parce qu'il y a énormément de séries qu'on apprécie et vous avez un catalogue très sympathique, voilà, qui est assez hétéroclite. Il y a un peu de tout sur OCS. Il y a du cinéma en première exclusivité, mais il y a aussi des séries avec l'une des particularités, c'est de proposer des séries en H24. Tout à fait. Ou H+24, comment vous dites? On dit US plus 24, généralement, US+24, parce qu'on est juste voilà, après la diff américaine. Effectivement, oui, OCS, c'est un service de cinéma et de séries, un service linéaire et non linéaire. Bien sûr. C'est la particularité. Donc on peut regarder ces chaînes de manière classique, ou bien à la demande, et on regarde, on choisit. Si on est vraiment un fan et qu'on sait ce qu'on veut absolument choisir, on le regarde. L'autre particularité, c'est qu'on a un accord avec HBO exclusif, donc on a tous les programmes HBO en exclusivité sur le territoire français. Alors ça, vous avez eu une idée, franchement, parce que c'était une très 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 bonne affaire que de sécuriser en fait les droits de HBO. Oui, puis ça remonte à quelques années. Ça remonte à la création d'OCS il y a 11 ans. On avait eu l'idée avec les équipes d'Orange et d'OCS créatifs d'aller voir HBO pour leur proposer de tout prendre. Et pour être très... Enfin, l'anecdote, c'est qu'en fait, les gens chez HBO étaient très surpris parce que personne ne leur avait proposé ça. Ils ont trouvé ça très étonnant, voire bizarre. Et on leur a dit non, on est grands fans, on veut tout prendre. Et donc, on a signé un accord avec eux, ce qui a étonné aussi tout le monde sur le territoire français, puisqu'il faut savoir aussi qu'à l'époque, Les Sopranos venaient de se terminer et que HBO était en train de se réinventer. Et ce qui est amusant, alors on a démarré avec True Blood, la série d'Alan Ball, qui était plutôt pas mal. Et 1 an et demi après, il y a une petite série qui s'appelle Game of Thrones qui est arrivée. Oui. Mais ça, personne ne l'avait vu venir. Donc on a eu, je pense, le nez creux, tous collectivement chez Orange et chez OCS. Et effectivement, on est ravis d'avoir pu construire ce lien avec eux. Et maintenant, on a un lien presque indéfectible puisqu'on a renouvelé cet accord. Voilà, et là, leur line-up est devenu de plus en plus riche, de plus en plus volumétrique, avec des talents de plus en plus forts. Si on a l'occasion d'en parler, je vous évoquerai les quelques cartouches qui arrivent. Mais en tout cas, voilà, ça c'est un vrai beau partenariat qui a façonné l'ADN d'OCS. Très bien. HBO, avant, il y avait des séries qui étaient diffusées sur Canal, donc vous avez chipper les droits à Canal, en fait. Il y en avait certaines sur Jimmy, Feu Jimmy. Ah oui, Feu Jimmy, qui appartenait au groupe Canal. Exactement, et sur Canal. Et en fait, à ma connaissance, Canal ou Jimmy, ils faiient ce qu'on appelle du cherry picking, c'est-à-dire qu'ils choisissaient certaines séries, mais ils n'avaient pas d'accord global. C'est pour ça que nous, quand on leur a proposé de tout prendre, voilà, ça s'est fait comme ça. HBO représente en pourcentage combien de la part de tous les contenus que vous avez aujourd'hui sur OCS ?
Alors, de la part des contenus, alors, si on compte le cinéma, je dirais que c'est à peu près un peu moins de 40%, parce qu'on a quand même beaucoup de films. On a beaucoup de films de catalogue, beaucoup de films inédits, vous l'avez dit. Des films un peu comme Canal, hein, vous avez les premières fenêtres de diffusion. On a les premières fenêtres de Sony Pictures, notamment. On a des petites premières fenêtres indépendantes qu'on va acheter sur les marchés. Et puis, on a surtout une grande composante de cinéma français, puisqu'on finance du cinéma français en première fenêtre ou en deuxième fenêtre. Ça veut dire de manière exclusive à la place de Canal, ou parfois en deuxième fenêtre, donc juste après Canal. Donc c'est fait qu'effectivement on a une offre de cinéma qui mixe cinéma inédit et cinéma de catalogue. Un mot sur l'accord d'HBO, après messieurs n'hésitez pas, hein, il ne va pas vous manger, notre invité, vous pouvez y aller. Jusqu'à quand vous avez cet accord? Parce que c'est la question qui suit, qui va sans doute vous intéresser, qu'on aimerait vous poser. Eh bien, je ne peux pas le dire, sinon je serais obligé de vous couper une jambe ou de vous assassiner. Ah bon? Et donc, ça serait embêtant. Ça serait embêtant. Ça nous arrange pas. Non, c'est un peu secret, il y a des informations qui parfois fuitent dans la presse et tout ça, donc on ne confirme pas ni on n'affirme pas, mais c'est un accord qu'on garde secret. En tout cas, je peux dire parce que quelques années. Vous l'avez renouvelé, voilà. C'est-à-dire qu'il a été renouvelé récemment? Il a été renouvelé il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans, et on l'a encore pour quelques années. Ah, vous l'avez encore pendant quelques années? Bien sûr, pour quelques années. Ouais. Alors, qui pose la question qui tue? Guillaume, je suis sûr que tu as envie de la poser. Non? Non, bah oui, enfin oui, c'est la question que tout le monde se pose. Quid de l'arrivée de HBO Max? On ne sait pas encore quand, mais bon, à un moment ou à un autre, ils vont arriver. Alors, c'est une vraie question, pour être très sincère. Et là, sans langue de bois, il y a 2 éléments que je peux vous dire. Le premier élément que vous avez tous vu, c'est la signature de Sky en Angleterre. Sky vient de signer avec HBO et HBO Max le fait de renouveler leur accord avec HBO pendant 5 ans, de 2020 à 2025. Donc ça veut dire, en tout cas sur le territoire anglais, qu'il n'y aura pas d'HBO Max dans sa forme qui va être lancée aux États-Unis, en Angleterre, en UK, avant 2025, voire 2026. Nous, de la même manière, on a un accord encore pendant plusieurs années. On imagine qu'HBO Max, s'ils veulent arriver, ils veulent peut-être harmoniser sur toute l'Europe. Ils vont avoir du mal, puisque sur l'Angleterre, je viens de vous le dire, c'est encore 2025. Et nous, on a des très bonnes relations par ailleurs avec HBO. Ce qu'on fait des programmes HBO, je peux vous le dire, HBO, on est très content. Et je n'ai pas l'impression qu'ils veulent que ça s'arrête. Donc, pour l'instant, en tout cas, so far so good, tout va bien. Et HBO Max n'est pas prévu d'arriver en France tout de suite. Et encore moins UK. Et est-ce que vous pensez qu'on pourrait arriver à un modèle hybride? Moi, j'ai cru entendre ou comprendre que Warner, donc la maison mère d'HBO, n'avait pas forcément la religion de l'exclusivité absolue sur ces plateformes. Globalement, si une autre plateforme est prête à payer très cher, une de leurs séries, ils sont prêts à leur vendre et ne pas garder sur leur plateforme. Est-ce qu'un modèle hybride, avec quelques séries sur HBO Max et d'autres sur OCS, ça peut être envisageable, vous pensez? Ça, je ne sais pas, il faut poser la question à Warner. Nous, on souhaite évidemment garder cette exclusivité de programme HBO parce que c'est effectivement, je vous le disais, ce qui a façonné notre ADN. Après, je ne suis pas dans la tête de la stratégie de Warner et il faudra vraiment leur poser la question. Mais en tout cas, pour l'instant, je me répète un peu, mais c'est vrai que la relation est tellement, pas idyllique, mais elle se passe vraiment très très bien. Il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas encore pendant les plusieurs années. Oui, puis vous avez un parc installé qui est quand même assez conséquent. Plus de 3 millions 100 d'abonnés, là, déjà. Avant qu'HBO arrive à ce niveau d'abonnés, s'il se lançait tout seul, il va se passer un certain temps. Oui, après, c'est vrai que je pense qu'il y a aussi une question de business, quoi. S'ils coupent les vivres avec vous, il faut qu'ils vendent X millions d'abonnements pour pouvoir rentrer dans leurs frais, etc. Donc, après, exactement, je pense que c'est ce qui fait aussi que la relation est bien, c'est qu'on leur a montré que, voilà, en 11 ans, on a plus de 3 millions d'abonnés, qu'on valorise les programmes HBO. Donc je pense que dans leur idée du business aussi, c'est quelque chose quand même qui a de la valeur. qu'OCS a de la valeur. Pour tous ceux qui ne connaîtraient pas HBO, Boris, est-ce que vous pouvez nous donner quelques, on va dire, séries mythiques qui sont diffusées sur HBO ? Alors, il y a eu Les Sopranos, Six Feet Under, Game of Thrones. Plus récemment, et parce qu'on les a diffusés avec succès, il y a eu Watchmen, de Damon Lindelof, et His Dark Materials aussi, qui était une coproduction avec BBC. Et puis là, en ce moment, on a par exemple The Outsider, tiré de Stephen King, qui est, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'y jeter un œil, il y a eu 3 épisodes déjà. La meilleure série du moment en ce moment sur le Sens Critique. On en parle tout à l'heure d'ailleurs, je crois, parce que c'est l'une des séries qui buzz. Alors moi, pour tout vous dire, je suis abonné fidèle OCS, comme pas mal d'entre nous, et j'attends la fin de la série, parce que je suis plutôt du style binge-watching, donc, et HBO a la particularité de ne pas mettre toute une série en ligne d'un coup, hein, c'est à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il y a un épisode de chaque semaine. Hein, c'est ça. Oui, alors ça c'est amusant, c'est effectivement la tradition d'HBO. Et vous remarquerez que certaines plateformes aussi s'y remettent. Apple, je crois, le fait comme ça. Donc c'est assez amusant de voir qu'ils ont annoncé qu'ils allaient revenir sur... Voilà. C'est dans l'air du temps de revenir à ce mode de consommation. Et on vous posera d'ailleurs la question tout à l'heure dans la rue concernant le binge-watching. Est-ce que vous préférez regarder toute une série un week-end ou alors avoir ce séquençage hebdomadaire ?
Eh ben oui, en fait, c'est une donnée intéressante. Moi, HBO m'avait demandé d'ailleurs d'intervenir à New York et de parler du binge-watching. Parce que nous, on en faisait avec des séries qui ne sont pas des séries HBO, et notamment avec nos séries, nos créations originales, les OCS Signature, qu'on propose de deux manières, en linéaire et aussi en binge. Et j'avais un peu comparé ça à une relation amoureuse, en fait. Parfois, on a envie juste d'être séduit, petit à petit, de se faire plein de rendez-vous au restaurant, comme ça, semaine par semaine. Et parfois, on a envie de se jeter dans les bras et de faire l'amour tout de suite, voilà, pendant toute une après-midi. C'est un peu ça. Et les deux manières ne sont pas inconciliables. Donc, vous avez vu des tendances évoluer récemment sur ce type de consommation ? Alors nous, on a remarqué un truc qui était très intéressant, c'est que l'une des consommations ne cannibalise pas l'autre. Nous, il faut savoir qu'à peu près, dans notre parc d'abonnés, 40% des gens consomment et en linéaire et à la demande, 30% ne consomment qu'en linéaire, ne regardent pas du tout à la demande, et 30% ne consomment que à la demande. Donc on a un parc, nous, qui est finalement assez équilibré, qui permet d'adresser chaque mode de consommation. Donc le fait de proposer des séries en binge et en linéaire, nous, c'est une vraie liberté et un vrai plus. Avec HBO, on peut le proposer qu'en linéaire au départ, mais après, évidemment, comme on a les droits très très longs, ben, on peut binger. En ce moment, vous pouvez binger Watchmen ou Dark Material, et bientôt The Outsider. Donc on a remarqué en tout cas que ces deux modes ne se cannibalisaient pas, et ça, c'est très important pour nous pour adresser la plus grande satisfaction à nos abonnés. Comment ça Thomas. se passe Je sais qu'autour de moi, typiquement pour Game of Thrones, beaucoup de gens disaient « je vais attendre que plein d'épisodes passent, et puis je vais prendre un mois gratuit chez OCS, et puis après je m'enlève ». Quel impact ça a pour vous, ça? Est-ce que vous... Il y a des petits malins qui font ça ou Est-ce que pas vous constatez que des gens finalement restent, oublient l'abonnement et restent, ou vraiment il y a un pic de consommation une fois que la série est passée et les gens voilà, ils viennent un temps et puis après ils s'en vont avant la fin du mois? Alors non, mais il faut être très franc. Ce phénomène arrive notamment avec des séries événements, et vous avez cité Game of Thrones, et c'est vraiment ce qui s'est passé parfois. Mais il s'est passé quelque chose de très drôle à cette époque-là. C'est que donc on a eu Game of Thrones avec un pic absolument en mois gratuit, et après des abonnés. Et après, il y a une série qui est arrivée chez nous que personne n'avait vu venir, nous, qui s'appelle Tchernobyl. Et ce qui est assez amusant, c'est que d'un coup, il y a eu un autre pic d'abonnés comme ça, parce que les gens en ont entendu parler. Donc effectivement, nous, notre rôle à chaque fois, donc on fait des mois gratuits, ça arrive, il faut effectivement motiver l'abonnement. Tout le monde le fait. Exactement, mais après, nous, notre rôle en tant que programmateur, avec toute l'équipe qui travaille avec moi, c'est juste le mois d'après et les 2 mois d'après de proposer quelque chose qui va faire en sorte qu'on va fidéliser les gens et d'essayer d'avoir cet adage qui est nous essayer, c'est nous adopter. Donc on essaye de le faire, mais là, ce qui est vraiment amusant sur Game of Thrones, sur la dernière saison, ce que vous dites est arrivé, mais on a récupéré énormément d'abonnés avec cette surprise qui était Tchernobyl. Donc quand ça arrive, c'est assez sympathique. Boris Duchesne, le directeur général adjoint d'OCS, est notre invité. Un mot sur Westworld, qui est aussi une série très attendue pour l'année 2020. On attend tout ça avec impatience. Ça revient en mars. Ça revient en mars. Ça revient en mars, le 17 mars. On a une date. Oui, le 17 mars, tout à fait. Ouais, on a une date. Que je dis pas 16 ou 17 mars, excusez-moi, c'est l'un ou l'autre. 16 ou 17, parce qu'il y a The Plot Against America qui arrive. Donc les deux arrivent en même temps, l'une le 16, l'une le 17. Donc vous me pardonnerez mon erreur sur un jour, mais en tout cas, ça revient en US+24, avec au casting Vincent Cassel, vous avez pu le voir dans la bande-annonce, donc ça on est très curieux de voir ce que ça va être. Aaron Paul aussi, que le grand public connaît peut-être un peu moins, mais qu'il a vu quand même dans Breaking Bad. Donc là, ça a l'air croustillant, puis vraiment les images sont d'une ambition, c'est vraiment une ville futuriste, c'est vraiment la série futuriste, c'est très 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 excitant. Boris Duchesne, on évoque dans l'Ultra Haute Émission aussi souvent la qualité audio et vidéo des programmes qu'on regarde. Netflix propose de la 4K, du HDR, du Dolby Vision, etc. J'ai l'impression, c'est peut-être pas pour vous taquiner un peu, que vous êtes un peu en dessous au niveau technique. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis abonné à MyCanal, j'ai pas de 4K d'OCS. J'ai un replay d'une qualité... Enfin voilà, regardez Game of Thrones, on a l'impression qu'on pourrait avoir une meilleure qualité. Est-ce que c'est délibéré? Est-ce que vous voulez monter en qualité? Non, c'est pas délibéré, on veut monter en qualité, ça c'est sûr. Tout est je me suis dit, vous faites exprès de ne pas avoir une bonne qualité. On est un peu énervé quand même, mais non. C'est exactement, c'est pour que vous m'invitiez que j'ai pu l'occasion de défendre. Non, on a évidemment la volonté techniquement de s'améliorer, c'est toujours perfectible. Mais c'est un sujet chez vous ou pas? C'est un sujet constant. L'expérience client est un sujet extrêmement important chez nous tout le temps, que ce soit sur les aspects techniques de visionnage, mais aussi sur la rétention de l'abonné, sur la satisfaction de notre abonné. Donc l'expérience client de manière globale et 360 est vraiment un sujet ultra important. Donc non, soyez rassurés là-dessus, on essaie de travailler. Mais il y a aussi quelque chose où il faut faire attention, c'est que notamment sur Game of Thrones, il y a aussi des partis pris, Game of Thrones ou The Walking Dead, des partis pris artistiques de la part des créateurs, avec des images parfois un peu bruitées, comme on dit. Et il n'y a pas de 4K, par exemple. Vous n'avez pas de SVOD en 4K. Ça va venir ou pas, ça, chez OCS? Oui, c'est prévu.
C'est prévu que ça arrive le plus vite possible. Dans cette question, mais plus vite possible, c'est cette année, c'est en 2020, oui, c'est 2021, sûr, d'accord. Ouais. Oui, c'est cette année. Non, mais effectivement, sur HBO, c'est vrai que la 4K n'était pas leur priorité. En revanche, sur des programmes Sony, des films Sony, on a déjà la 4K. Mais c'est effectivement sur certaines séries HBO que ça tarde à arriver, mais par la décision d'HBO. Très bien. Et je crois que, si je ne me trompe pas, MyCanal est votre premier distributeur aujourd'hui. Est-ce que le fait que ça passe par un MyCanal peut compliquer justement cette montée en gamme en 4K, ou au final tout le monde va dans le même sens aujourd'hui ? Mais là, encore une fois, sur MyCanal, qui est le distributeur, il faut leur poser la question parce qu'on est tributaire de leur système de diffusion. Mais je pense qu'on va tous dans le même sens. En plus, avec l'arrivée de toutes les plateformes globales qui vont arriver et que MyCanal va distribuer, la volonté d'aller vers une expérience client et d'image maximale se développe naturellement. Et là, il faudra vraiment leur poser la question à MyCanal sur leur... Donc, pour résumer, la 4K arrive sur OCS en SVOD en 2020. Oui. On est d'accord. Oui. Même sur les contenus OCS. Même sur les contenus OCS et déjà sur les contenus Sony. Et déjà sur les contenus Sony. En SVOD, attention, hein, pas en flux direct. Oui. D'accord. Petite question aussi concernant vos propres productions, hein, parce que évidemment, vous ne mettez pas vos œufs dans le même panier, comme on dit. Qu'est-ce que vous avez comme série, on va dire, que vous produisez qui va bientôt arriver ? Alors, dans les séries OCS Signature, déjà, il y a des renouvellements. Il y a HP saison 2 et Mission saison 3. HP qui se passe dans un hôpital psychiatrique et Mission qui se passe dans l'espace, sur la planète Mars. Donc ça c'est renouvelé. Et dans celles qu'on est en train qui vont se tourner, il y a 3615 Monique, qui est une série sur la création du Minitel Rose. Ça a l'air très moderne. Exactement, série années 80, sur la création du Minitel Rose. 3 étudiants qui vont créer le Minitel Rose, l'ancêtre d'Internet. Donc ça se tourne le mois prochain. Et ça sera dans la région d'Angoulême que ça se tourne. C'est produit par une petite société qui s'appelle Qui Vive et Mon Voisin Production, qui est la société Dominique Besnéard. Il y a aussi Toutou Youtou, qui est une série qui mélange espionnage, aérobic et aéronautique. Donc voilà, trois choses qu'on a mis, pareil, qui se passent dans les années 80. Là, ça marche bien fort, celui-là. Une série d'horreur, non ? Vous avez non, une série à explorer quand même. Une série d'horreur, non, mais on a une série fantastique. Alors là, j'en ai pas parlé, donc c'est une sorte de scoop, qui s'appelle Parallèle, qui est une série sur les univers parallèles. Donc on n'est pas dans de l'horreur, mais on est un peu dans une filiation de la série Dark, que vous connaissez peut-être. Voilà, on n'est pas loin de ça. Donc ça, ce sera une série française. Elle est en cours d'écriture, elle se tournera certainement à la fin de l'année. Et enfin, il y a aussi... après, il y a nos séries OCS Originals, donc les séries qui sont un petit peu plus ambitieuses, des formats un peu plus grands. Où vous mettez un peu plus de pépettes. On met un peu plus de pépettes et on s'associe à Orange Studio pour Orange Studio coproduit et OCS préachète et on met un peu plus de pépettes. Et donc ça, on avait une série italienne qui s'appelait Le Nom de la Rose, qu'on a déjà diffusée l'année dernière. La prochaine s'appelle Devils, c'est avec Patrick Dempsey et Alessandro Borghi, c'est un thriller financier en anglais, ça sera diffusé en avril. Et il y en a 3 françaises. Une qui arrivera certainement à la fin de l'année, qu'on espère présenter dans un festival de séries très bientôt, qui s'appelle Cheyenne et Lola, avec Vers le Battens et Charlotte Lebon, et réalisée par Eshref Rebrouk, produit par Lincoln TV. Et 2 autres séries qui sont en écriture, une sur l'Opéra de Paris, l'envers du décor, et une série de guerre qui s'appelle Les Sentinelles. Donc voilà, un line-up complètement différent, diversifié, avec des choses qu'on espère assez excitantes. Les 3 séries de création originale avec Orange Studio, là, les OCS Originals, sont vraiment, c'est un hasard, mais des séries avec des rôles de femmes très importants. C'est un pur hasard, et c'est pas sans calcul de notre part, mais ça nous paraît intéressant de le souligner. Merci Boris. Alors vous restez avec nous parce qu'on va retrouver maintenant le top 5 des séries qui buzzent le plus sur Sens Critique. Et vous pourrez peut-être commenter avec nous, évidemment, ce top 5. J'espère pour Guillaume qu'il y a une série OCS. Oui, j'espère. Sinon je m'en vais tout de suite, j'arrache mon micro. C'est la meilleure de la sélection, donc ça va. On y est. Allez, le top 5 des séries. Mettez les projecteurs vers Guillaume Boutin, mesdames, messieurs, car il est temps maintenant de retrouver le top 5 des séries qui buzzent le plus sur Sens Critique. C'est ça. Donc, en ce moment, on est quand même plutôt Netflix. Sur les 5 séries que je vais vous présenter, il y en a 4 Netflix. Sapristi. Mais il y a du bon et du moins bon. Ouais. Et voilà, une OCS. Je vais commencer par la plus populaire, pas forcément la meilleure. C'est Dracula, qui est donc une mini-série qui a été, je crois, 1er janvier. Alors, c'est une mini-série, parce que c'est 3 fois 1h30. C'est quasiment un long film. Moi, j'adore ces formats-là, en fait. Je trouve que c'est très, très sympa. Oui. Ouais.
Donc c'est la nouvelle série de Steven Moffat et Mark Gatiss, qui sont les créateurs de Sherlock, la fameuse série anglaise, énorme carton. Donc c'était un peu la série de la rentrée. Il y avait un gros engouement au lancement, mais les retours sont un peu moyens. Ce qui ressort en gros, c'est que les 2 épisodes. Donc, en 2 mots, les créateurs ont respecté en fait l'histoire de Dracula. C'est transposé dans le Londres victorien, donc fin 19e. Et au bout d'un moment, le scénario s'éloigne du roman. Les 2 premiers épisodes, à première vue, sont assez réussis. Le 3e, c'est l'échec qui gâche quasiment la série. Le film s'en tire avec une moyenne de 6. Alors 6, c'est pas horrible chez nous, mais pour ce type de série, c'est plutôt une déception. Ça revient dans les commentaires avec notamment Samuel Choron, qui nous dit que c'est le principal défaut de la série, c'est justement la gestion de son rythme narratif. Xav Tovu, lui, il est assez déçu sur le côté peur, puisqu'il dit que c'est un Dracula qui est à milieu de l'effroi et des frissons qu'il devrait nous procurer. On a quand même un point positif, la mise en scène, qui est soulignée par Vora Cinéphile, sacré pseudo, pour qui la mise en scène garde un peu de classe et la photographie offre quelques jolies lumières. Voilà, donc c'est une petite déception quand même. Messia, bah ouais, j'ai envie de chanter là. Jésus revient parmi les tiens, puisque, alors ça c'est un peu... Tu ne chantes pas très bien, excuse-moi. Mais t'as remarqué que j'ai pas chanté, j'ai juste fait les paroles, je ne me serais pas aventuré à imiter Patrick Bouchité. C'est un petit peu la petite pépite de cette rentrée, parce que c'est la série que personne n'avait vu venir. Chez nous, il y avait très très peu d'attentes. C'est Richard Price qui est le créateur et qui était le scénariste de The Wire. Série référence de HBO OCS, aussi le créateur de Night Of, producteur de The Deuce, tout ça c'est du HBO, on est content. Et des Outsiders aussi en ce moment, c'est Richard. Pardon, excusez-moi. Vous êtes en train de parler d'Outsiders. Oui, c'est ça, parce que je me disais, mais alors, c'est le spécialiste. Pardon. Non, mais c'est pas grave. J'étais parti dans mon truc. Alors, je m'adresse à la maman de Guillaume. Là, ça, il faut oublier ce petit passage-là. Je suis désolé. Tout va bien se passer, c'est pas grave. Donc, on revient, s'il te plaît, donc à Messia. Et après, on fera The Outsider. Tout à fait. Donc, bref, je disais que c'était une série qui n'était pas très attendue. Super démarrage. En fait, c'est un pitch qui est très excitant. Voilà, c'est vraiment une personne qui arrive, qui se réclame comme étant Jésus. Le Messie. C'est le Messie. Voilà. Certains disent qu'il a fait des miracles, etc. Non. Et en fait, donc, on va suivre un agent de la CIA qui va enquêter sur lui, donc, qui est joué par Tomer Sisley. C'est assez réaliste. On est vraiment ancré comme si c'était un phénomène vraiment d'actualité. Et ça va toucher à beaucoup de sujets d'actualité très sensibles. Daesh, la Palestine, Israël. Il y a de la torture, des assassinats, le terrorisme. Donc évidemment, le conflit israélo-palestinien. Bien noté sur Sens Critique. Oui, alors 6,7. C'est pas chef-d'œuvre, mais c'est vraiment bien. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que les gens ont envie de la voir. Parce que ce pitch est très excitant. Pour la résumer, Lazare Baruch la résume très bien. Il nous dit qu'on est entre le hold-up spirituel, le thriller géopolitique et la révolution sectaire et apocalyptique. Et Eric Poquespagne, lui, souligne justement le démarrage qui est assez bluffant avec les premiers épisodes et ce pari qui est très excitant. Mais c'est peut-être aussi un peu la limite de la série, qui est assez bien résumée par un autre utilisateur, Homoat, qui passé la découverte des 2 premiers épisodes, donc le côté un petit peu, le Messie est revenu, on pourrait peut-être un petit peu se lasser. Intéressant en tout cas. Bon, maintenant on revient à The Outsider. Voilà, ce coup-ci, je ne vais pas me tromper. Série sur HBO, on en est, je crois, au 3e ou 4e épisode. Le 3e épisode, ouais. Le 4e arrive lundi. Issu du roman donc, de Stephen King. Tout à fait. Et donc, comme je disais, c'est la petite pépite de la rentrée. Je l'ai dit tout à l'heure, donc fait par Richard Price, The Wire, The Night Of, The Deuce. Alors, c'est la série noire à l'HBO classique, avec un enfant qu'on retrouve mort dans des conditions assez difficiles et un duo de policiers qui va mener l'enquête. Donc, on soupçonne l'une des vedettes du village, en tout cas de la ville, qui est quelqu'un qui est très populaire, etc. Sauf que petit à petit, on se rend compte, je ne vais pas spoiler, mais on se rend compte que ça pourrait ne pas être lui. Voilà, c'est tout ce qu'on Moi, je ne parle jamais plus du premier épisode. Voilà. Non, mais parce qu'en fait, ce roman est le roman de Stephen King que j'ai dévoré est excellent, donc il me tarde vraiment de voir ce que ça va donner en série. The Outsider, ok. On enchaîne avec Until Dawn aussi. Tout à fait. Alors en fait, dont le titre français est Jusqu'à l'aube. Là, on peut dire que c'est le drame. Voilà, donc série Netflix française. Donc c'est une série
C'est de la télé-réalité, c'est un truc de télé-réalité où on a mis Alban Ivanov, Ahmed Silla et Ornella Fleury dans des lieux hantés avec des guests. Moi j'ai vu la bande-annonce, j'avais pas envie. Hein. Non. Ça donne pas envie. Et là on est à 2,4 chez nous, c'est assez rare. 2,4, je pense qu'on est vraiment dans ce qui se fait de En fait, ce pire. qui est effrayant, c'est le score, finalement, Oui, au-delà tout de à la fait. série. Et là, vraiment, nos utilisateurs se lâchent. Hein. Quentin Bombard, par exemple, c'est inconséquent, grossier, paresseux. Voilà. Alors, en revanche, je vais vous citer un de nos utilisateurs, il y en a qui sont toujours fascinants. Il y en a qui l'ont critiqué au premier degré. Et donc, c'est quelqu'un, son pseudo, c'est Alsacien, parisien. Et lui, il prend le sujet très au sérieux. Ce programme est révoltant pour ceux qui osent croire que ces lieux peuvent être réellement occupés par les entités. On ne joue pas avec le feu. Voilà. Félicitations s'il nous écoute, vraiment, je l'embrasse. Il nous a fait beaucoup rire. Bon, et on termine par Sex Education, donc la deuxième saison. Voilà, donc là, c'est un peu l'événement en termes de nouvelle saison de ça, cette c'est un vrai rentrée. succès chez Netflix, hein, quand même. Ah ouais, gros succès auprès des ados. C'est vrai que c'est intéressant, c'est une des séries vraiment référentes qui aborde la sexualité des ados en mélangeant à la fois des sujets très sérieux, très concrets, très vraiment de l'époque, et avec un petit peu de légèreté, beaucoup d'humour et des personnages qui sont assez en couleur. Cette nouvelle saison est très bien accueillie. Et voilà, et pour vous citer 2 users, je pense qu'on a assez bien résumé. Donc, Azozilok qui dit que ça aurait pu être American Pie si American Pie avait été une série anglaise drôle, bien écrite, émouvante et féministe. Fait beaucoup de si. Je trouve que c'est assez amusant. Voilà. Après, il y en a quand même qui trouvent que ça vole pas très haut, notamment Pascal 191. Elle dit que ça en vole revanche, son pseudo, lui, vole très haut. C'est vrai. Non, mais en revanche, elle a une réflexion qui est assez intéressante et qu'on dit beaucoup sur l'appréciation qu'on peut avoir sur les séries. Elle dit ça ne vole pas haut, mais après les séries pleines de sang, cette petite parenthèse m'a déridé comme une pizza. Rien d'extraordinaire, mais parfois c'est juste ce dont on a besoin. Et je trouve que c'est assez révélateur du. Voilà, on ne regarde pas que des chefs-d'œuvre. Parfois, on a envie de regarder des choses un petit peu plus légère, un peu moins exigeante. Et je pense que Sex Education fonctionne bien pour cet usage. Boris Duchesnay, Netflix est un concurrent. Est-ce Oui. que vous considérez que Netflix comme un concurrent direct, un peu comme Disney+, qui va arriver aussi dans quelques semaines ? Oui, quand même, on peut considérer que c'est un concurrent direct puisqu'ils sont quand même sur le contenu, le même contenu que nous, c'est la série, c'est une plateforme, donc oui, c'est un concurrent. Après, c'est comme tout concurrent, c'est une vraie stimulation pour nous, et puis je reconnais que je regarde aussi ce que fait la concurrence, j'ai regardé Sex Education aussi, la 1 et la 2 que j'ai bingé, donc c'est aussi intéressant pour nous en termes d'ergonomie, on parlait en expérience client et d'essayer d'être meilleur et de progresser en voyant ce qu'ils font en face. Pour la création originale aussi, quand on va travailler, nous, et chercher des sujets, c'est bien de regarder ce que fait la concurrence et notamment, vous le soulignez, sur la création française, sur Netflix, on voit qu'il y a des hauts et des bas quand même sur ce qu'ils ont fait. Donc nous, c'est assez motivant et stimulant de se dire qu'on a encore aussi moyen de faire mieux que Netflix. Peut-être parce qu'aussi étant français, on connaît... Vous avez peut-être un peu plus d'expérience aussi ? Et peut-être, après, je crois que les personnes en charge chez Netflix sont des gens compétents et qui connaissent. Donc oui, comme tout concurrent, c'est vecteur de stimulation pour nous. Après, effectivement, c'est des gens qui ont beaucoup plus d'argent que nous, qui n'ont pas les mêmes règles non plus dans le financement, dans les quotas, dans l'investissement, dans la création. Donc on ne lutte pas à armes égales, mais en tout cas, c'est vraiment de la stimulation de pouvoir essayer de faire mieux que... Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Boris à Duchesnay, vous. rappelons que vous êtes directeur général adjoint d'OCS, avec entre autres Walking Dead aussi, qu'on n'a pas évoqué, mais qui est une série AMC. Merci beaucoup. La suite de l'Ultra Haute Émission dans un instant avec toute la team UHC et puis Laure Foulquier qui nous rejoint. On est allé vous écouter. Et qu'est-ce que vous nous dites concernant les séries ? On voit ça avec Laure dans un instant. À tout de suite. Le retour de l'Ultra Haute Émission, et avant de parler de ce que vous avez à dire sur les séries et écouter les micro-trottoirs de Laure Foulquier, avant tout ça, je vous rappelle quand même le cadeau qu'on vous offre dans cette Ultra Haute Émission. C'est une bien belle télé connectée, une télé TCL bien sûr, c'est le modèle 55 EP640W, mais oui mesdames, messieurs, et cette télé donc avec Android TV qui vous permet en fait de télécharger toutes les applis que vous aimez. Appli évidemment de vidéo, mais il y a des centaines d'applis différentes sur Android TV. Cette télé donc est évidemment 4K, elle est Dolby Audio aussi,
qui permet d'améliorer la qualité audio. Eh bien, cette télé, on vous l'offre dès maintenant, cette télé TCL. C'est simple, pour tenter votre chance, vous allez sur 01net.com, vous allez dans l'article de l'Ultra Haute Émission de ce mois et vous répondez à la petite question qu'il y a à la fin de l'article. Et si vous êtes tiré au sort, si vous nous avez donné la bonne réponse, cette télé TCL sera à vous. Bonne chance. Aux côtés de Jean-Sébastien Zanqui, de Thomas Camacho et de Guillaume Boutin, Laure Foulquier nous a rejoint. Bonjour Laure. Salut François, salut à tous. Et Laure est allée avec Auguste dans la rue pour poser des questions à vous concernant les séries. Exactement, on s'est baladé dans la rue avec Auguste et on a interrogé les gens sur quelle plateforme ils regardaient leurs séries. Et étonnamment, il y a un nom qui est beaucoup revenu. On écoute. Netflix. Sur Netflix. Sur Netflix. J'ai Netflix. Netflix, sur Netflix. Sur Netflix principalement en fait. Sur Amazon. Oui, il y a une personne qui nous a répondu qu'elle regardait ses séries sur Amazon. Clairement, c'était l'intrus du jour. Donc voilà, un Netflix, le géant qui surpasse tous ses concurrents de très très loin, avec 167 millions d'abonnés dans le monde. Voilà, même si avec l'arrivée de Disney+, ça lui a un petit peu fait défaut aux États-Unis pour l'instant. Je pense qu'en France, on l'a vu tout à l'heure, c'est pas encore le cas. Donc Netflix se porte très très bien en Europe. Pour le coup. 7 millions d'abonnés quasi, hein, on est à 6,7 millions, peut-être qu'on est déjà à 7. Hein. Oui. Guillaume, tous les users de Sens Critique ont Netflix, ou est-ce qu'il y a des anti-Netflix quand même ou pas? Ouais, un petit peu, mais c'est vraiment à la marge. Non, nous, c'est vraiment Netflix, HBO. Donc OCS ou piratage, mais le pire à quoi? Après non, je voyais dans ton sujet, ce qui est intéressant, c'est que tu as interrogé des mômes, enfin des gamins de 18-20 ans. C'était un public assez jeune. Si on posait la question à des 30-35 ans, tu aurais peut-être un peu plus d'OCS. Enfin, je me demande. Je pense aussi. Je pense qu'effectivement, Netflix s'adresse à un public assez jeune, du moins en France, mais il s'adresse aussi à un public extrêmement large, à mon avis. Donc effectivement, si j'avais eu un public un peu plus âgé, peut-être qu'on aurait eu plus d'OCS, je pense. Et puis c'est eux qui se refilent les comptes aussi. Ce qui a fait exploser l'usage des jeunes sur Netflix, c'est qu'ils se refilaient les comptes. Donc, Thomas, ça t'étonne? C'est 7 millions d'abonnés Netflix en France? Non, je ne suis pas étonné. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi me dire, c'est que j'ai entendu des cinéastes français beaucoup critiquer Netflix en disant que ça faisait un peu vidéoclub de province. Et je citerai pas de nom. Non, je citerai pas de nom, mais c'est très méchant parce que je me mets à la place de ceux qui sont en province et qui n'ont pas forcément accès à des salles de cinéma. Bien sûr. Et le catalogue Netflix n'est pas du tout honteux. Il faut se mettre aussi à la place de ces gens qui peuvent pas forcément se déplacer. Et voilà, Netflix est une excellente plateforme pour eux. Et voilà, c'était les premiers. C'est eux qui ont eu une puissance marketing qui se sont imposés en tant que tels. Et enfin voilà, moi j'ai rien à dire sur Netflix. Je pense que les mêmes réalisateurs qui disaient ça seraient sûrement ravis de signer avec Netflix. Mais évidemment, bien sûr. Netflix fait quand même des très belles prises. Là, il y a 2 jours ou 3 jours, c'est Jean-Pierre Jeunet qui a annoncé qu'il ferait son film. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas réussi à le monter en France. C'est ce qu'il racontait à la journée justement rappelle des que Jean-Pierre Jeunet, il a quand même fait un Netflix. film je crois qu'Amélie Poulain, c'était 10 ou 12 millions d'entrées. Bon, c'est déjà il y a quelques années. Mais voilà, Netflix arrive et dans son papier, il dit qu'on lui a fait un chèque, ils ont fait un chèque et carte blanche. Ce qui est le rêve de tout réalisateur, évidemment. Mais en fait, Netflix, c'est le rêve aussi de tout producteur français. Parce que, en fait, quand on voit des séries comme Marianne, alors on aime ou on n'aime pas Marianne. Qui vient d'être annoncé il y a quelques jours, ils ont annoncé qu'ils l'avaient abandonné. Voilà, mais en tout cas la première saison de Marianne, cette série ne pouvait exister que sur Netflix. TF1 n'aurait jamais investi un copec là-dessus, M6 encore moins. Donc on se rend compte là encore que grâce, on va dire, au courage de Netflix peut-être d'aller sur des terrains de l'horreur à la française, c'est quand même assez, moi j'ai entendu courageux. De niche sur Netflix. Alors après, on aime ou on n'aime pas Marianne, mais en tous les cas, ça permet à des producteurs de lancer de nouveaux projets et pas des projets formatés, on va dire, télégénéralistes comme on pouvait l'avoir avant. Moi, j'ai entendu une interview justement du scénariste de Marianne qui disait que à choisir, il va vers l'Eldorado, quoi. Et Netflix était l'Eldorado pour ce créateur, ce scénariste. Donc voilà. Laure, d'autres questions dans la rue? Deuxième sujet, on vous a demandé si vous étiez plutôt du genre à binge-watcher ou à espacer vos séquences de visionnage. On écoute.
Ouais, non, je regarde tout d'un coup, dans une soirée. Je regarde tout d'un coup. Impossible d'attendre. Non, quand une série me plaît beaucoup, j'aime bien prendre mon temps et regarder une série sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. 2-3 épisodes par semaine, un peu plus. Enfin, ça dépend de... Si c'est les vacances, peut-être je binge-watch, mais sinon, non. Souvent, je regarde vraiment tous les épisodes d'affilée. Et des fois, je fais des petites pauses, mais en fait, au final, je préfère quand même regarder tout d'un coup. Je fais pas de binge-watch là-dedans parce que je suis pas assez motivée pour regarder tout d'un coup, ça me saoule assez vite. Parce que j'aime bien sortir avec mes amis aussi, donc... Je suis plutôt du genre à binge-watcher les séries. Après, ça dépend lesquelles. Si ça sort épisode semaine par semaine, je peux regarder semaine par semaine. En fait, moi, je suis plus quand j'ai le temps. Un épisode, dès que j'ai envie de regarder des épisodes, si j'accroche bien, je continue. À un moment, dès que j'en ai marre, j'arrête. Et après, dès que j'en aurai envie de regarder, je regarde. Et voilà le bon sens, Je pense les amis. que c'est vraiment le dernier qui a la réponse. Mais oui, finalement. bien sûr. Bah, si t'as le temps, Voilà. tu tapes tous les C'est- épisodes. Si t'as envie, Si tu pas le regardes. temps. Si t'as pas envie, tu regardes pas. Voilà, on a la réponse, clairement. Enfin, spécial dédicace à la demoiselle qui avait un joli bonnet rouge. Oui, qui avait aime du- sortir avec ses amis, elle le précise. Voilà, mais je qui ne avait regarde du pas mal des avec le séries. binge-watching. Oui, le binge-watchage. Oui, le binge-watching. Exactement. C'est pas facile. Binge-watching, c'est pas facile à dire. Binge-watching, ça vient du terme binge drinking, Oui. qui est Ah. en fait boire cul sec. Très bien. Et du coup, en Tu fait, connais bien, peut-être là? Non, on va pas rentrer dans je le ne vois pas détail de quoi ta tu vie parles, privée. François, pardon. Très bien. Et en fait, c'est une pratique qui a été extrêmement démocratisée par Netflix, pas le binge drinking, hein, le binge watching vraiment, et en fait qui a un petit peu bouleversé notre façon de regarder les séries. Et d'ailleurs, Disney+ a fait le pari audacieux de lui ne proscrire totalement le binge-watching parce qu'il prévoit de passer ses épisodes une semaine Oui. par une semaine, voilà, un petit Ça a peu été le comme cas à de The l'ancienne. Mandalorian. Hein. Ouais, mais on en parlait tout à l'heure, mais Netflix a annoncé qu'ils allaient revenir aussi à Tout à fait. Ouais. Oui, c'est ce Tout à que fait fait. Apple aussi. Toute leur saison, Apple, enfin, à part le Little America en ce moment, ils ont mis tout d'un coup, mais c'est une saison, une série anthologie, donc les épisodes ne sont pas liés. Mais sinon, toutes les autres saisons de toutes les autres séries ont été une semaine, pas une semaine. C'est pas plus mal. Hein. Je pense que C'est c'est bien, une je bonne trouve. raison C'est pas pour plus mal, garder hein. ses abonnés. Ce qui va être intéressant de voir avec l'arrivée de Disney+, c'est est-ce que par exemple The Mandalorian va être ressaucissonné comme aux US avec un épisode par semaine, ou est-ce que, étant donné que la série est déjà disponible, Je pense pas, moi. ils vont tout mettre d'un coup? Oui, Sans oui, doute, ouais. sans doute. Ça sera Mais là-dessus, il y a plus. un exemple qui est assez intéressant. À contrario de ce qu'on disait, c'est Watchmen. Watchmen, donc, qui a été diffusé semaine par semaine. Les premiers épisodes ont énormément déçu. Le premier tour était sévère. Et c'est à l'épisode 5 ou 6, je ne sais plus, il y a eu une bascule. J'ai pas vu la série, donc je pourrais Épisode pas voir. 6. L'épisode 6, il y a une bascule totale, et ce qui fait que Watchmen derrière a été porté au nu. Mais donc ça veut dire que pendant 4 ou 5 semaines, ils sont quand même fait bien alignés sur les réseaux. Et finalement, à la fin, ça est sorti. Si la série était sortie en binge, elle aurait tout de suite été valorisée. Donc ça peut être à double tranchant. Oui, on verra bien hein, si Netflix change un petit peu son fusil d'épaule, parce que c'est vrai que l'avantage d'avoir une série comme ça qui dure, Au niveau marketing, c'est... Voilà, au niveau du buzz, surtout si un épisode un petit peu accrocheur, hein, bah forcément ça relance un peu l'intérêt de la série. Dernière question. Dernière question, on vous a demandé qu'est-ce que vous regardez comme série en ce moment, tout simplement. Oula. On écoute. Power, Stranger Things, The Get Down, The Witcher. The Walking Dead, Lucifer, Stranger Things et The Boy. You, la dernière You qui est sortie. Elite également. Peaky Blinders. The Witcher, enfin un peu de tout. En ce moment, je regarde Blue Exorcist, Peaky Blinders, Sex Education. Récemment, j'ai fini Sex Education, par exemple. Et sinon, You aussi. Là, je viens de finir The Witcher. C'était assez sympa, j'ai bien aimé. Sinon, je suis en train de regarder Brooklyn Nine-Nine, parce qu'il y a la dernière saison qui est sortie et il faut que je recommence tout parce que j'ai oublié ce qui s'est passé. Suits. Je regarde The Regular Show, c'est une série Cartoon Network qui passait juste après Adventure Time voilà, sur la chaîne. Sinon, j'ai fini Légion. Légion, c'est une série qui est en collaboration de la Fox et de Netflix. J'ai regardé Black Mirror, la série française Mortel, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Pas beaucoup de séries françaises hein, au passage, hein, vous avez remarqué? Il n'y en a pas beaucoup non Pas plus. énormément. Non. Et vous, autour de la table, qu'est-ce que vous regardez du coup Oula. en ce moment? Thomas. Moi, j'ai Bon, un toi, petit... c'est Starsky et Hutch, on sait. non, j'ai bien aimé You.
J'ai bien aimé La saison 2 La saison 2, ouais, je trouve ça... J'ai eu un peu mal au C'est un début. peu fleur bleue, non, ton truc? Pourtant, c'est pas... Non, parce qu'en fait... c'est pas fleur bleue. pas du tout fleur bleue. Voilà. Pas du tout. Non, mais alors, je l'ai vu. Moi, J'ai pas vu, hein, mais Attends, je c'est crois un que mec qui stalk, enfin qui espionne une nana, Ouais, mais je qui trouve qu'il y a un l'enferme dans côté une cage. fleur... Enfin, malgré tout, je trouve qu'il y a un côté fleur bleue. Ça joue sur les codes. Voilà, ça joue sur les codes. Mais Après, c'est pas du tout évidemment, fleur bleue, hein. Voilà. Non, pas vraiment, non. Mais j'aime bien, moi. D'accord. J'ai bien c'est ce que aimé j'ai regardé, aussi. là. Je trouve que la saison était Laure. très bien. Moi, j'ai regardé You aussi. J'ai commencé à regarder Watchmen. Mais voilà, j'en suis au 3e épisode et je pense qu'il faut que je m'accroche un petit peu. Faut que tu arrives au 6, apparemment. Faut que j'arrive, Ah mais oui, oui. voilà. Le fameux, Maintenant que je le Un sais, site, ça vaut le coup. Ah ouais, c'est quelque chose cet épisode. Hein. je vais persister. Vachement bien. JS. Moi, je viens de terminer justement Little America, qui est une série donc, sur Apple TV+, qui est assez sympathique. C'est 8 épisodes sur 8 histoires différentes, des histoires d'immigrés aux États-Unis. Voilà, comment ils sont arrivés ici, qu'est-ce qu'ils trouvent aux États-Unis. C'est plutôt bien réalisé, c'est drôle, c'est émouvant, c'est assez sympa à voir. D'accord. Et moi, je viens de finir Succession, qui passe sur OCS, série HBO, sur des gens très très riches. Bah oui. Genre un espèce de Murdoch, on va dire, Ouais, c'est ça. et de ses Ouais. enfants. J'ai Et très envie de la regarder aussi, cette C'est série. assez sympa, c'est Ouais. assez jouissif. Enfin, il y a un petit côté un peu jouissif et c'est très bien joué, assez bien réalisé, c'est pas mal. Bon, moi, j'attends la reprise de The Walking Dead. Je ne me lasse pas de The Walking Dead. Tu continues à Je regarder sais pas The comment Walking c'est Dead fait. Regarde C'est toi. encore. Non, mais il y en a un en France. Oui, c'est encore moi. Non, c'est Ouais. vrai, je suis fidèle à cette série. Je trouve Il y a- qu'en plus, là, la dernière saison est plutôt pas mal. Il y a une bonne... Alors, j'ai appris qu'il y avait même un spin-off qui allait encore sortir de Et un The film Walking aussi. Dead. Il y a un film. Et un film, en plus. Un jeu vidéo, non, peut-être? Voilà, je suis un peu Ah bah, il y en a triste que déjà, Rick ne je sais soit plus dans la Il y en a série. plusieurs, il y en a plusieurs, c'est vrai. Voilà. Et puis j'attends The Outsider aussi, que je mets au chaud. Je l'ai mise en favori sur mon compte OCS. Et j'attends qu'elle ait un peu progressé, qu'il y ait quelques épisodes Pour la binge-watcher. Ouais, c'est ça, pour que je puisse la binge-watcher, en effet. Je ferai pareil que toi. Très bien. Laure, tu restes un peu avec nous, puisqu'on va maintenant terminer tranquillement cette ultra haute émission avec notre rendez-vous vintage. Et puis juste après, ce sera la sortie du mois. Mais pour l'instant, le rendez-vous vintage. Le vintage. Alors, je parlais tout à l'heure de Starsky Hutch. Pourquoi pas, hein? Oui. C'est un peu ça, si on veut, ouais. Bad Boy, c'est ça Bad Boys, c'est un peu le Starsky Hutch blague des années 90-2000, quoi. Oui. Alors, Bad Boys fait son grand retour au cinéma 25 ans après le premier film culte pour une génération qui était donc sorti il y a donc 95-25 ans. C'était Laure avait 1 an, hein, rappelons-le. Oui. C'est exactement ça. Moi, j'avais 10 ans, je me souviens très bien l'avoir vu au cinéma et c'est un film que j'aime encore beaucoup. C'est un film qui est... donc c'est le premier film de Michael Bay. Premier film de Michael Bay et c'est aussi le premier film qui a fait de Will Smith une méga star. Ça avait été à l'époque un immense succès public mais un désastre en termes de critique. Le film avait coûté 19 millions de dollars, il en avait rapporté 141, mais c'était un très très beau succès. Puis après on a eu en 2003 la suite, toujours réalisée par Michael Bay, qui malgré son mauvais goût assumé était quand même en termes d'action assez fou. Et donc là c'est un projet qui revient de loin, Bad Boys 3, puisque... on en parle depuis pas mal d'années et on sait que, alors je vais peut-être vous l'apprendre, mais Joe Carnahan, qui est le réalisateur du Territoire des loups, devait réaliser ce film-là. Finalement, ça s'est pas fait parce qu'il voulait faire un film très très violent, très hargneux et bon. Conflit avec Will Smith qui préférait faire quelque chose de plus safe. Le projet a donc... Depuis qu'il fait Aladdin, c'est sûr. Et donc le projet est tombé entre les mains de 2 jeunes réalisateurs belges qui s'appellent Adil El Harbi et Bilal Fallah. Voilà, donc est-ce que c'était indispensable? Pour moi, c'était largement dispensable parce que j'ai pas retrouvé ces sensations que j'avais devant le Bad Boys 1 et 2, à savoir cette action extrêmement stylisée, le tempo comique entre les deux. Ok, il y a encore toujours un peu l'alchimie entre les deux, entre Will Smith et Martin Lawrence, mais voilà, c'est un peu poussif, c'est très forcé, c'est pas forcément super bien réalisé, c'est pas très soigné en termes de Will termes de mise en Smith, scène, toujours au top, voilà. dans ce type de rôle. Ou là, il cachetonne, là. Non, pas spécialement. Non, il cachetonne. Il cachetonne. Ouais, il cachetonne. Voilà. Donc c'est pas. Mais par contre, c'est un succès au box-office.
Voilà, donc il y avait une vraie attente de la part des spectateurs. Le film est sorti il y a quelques jours aux États-Unis. Il a déjà fait environ 100 millions de dollars de recettes. Donc c'est bien parti pour sans doute réactiver la franchise et avoir une suite d'ici 2 ans, je pense. Voilà. Bad Boys, donc. Bad Boys 3. Et bientôt donc le coffret Blu-ray avec les 3, bien évidemment. Bad Boys, que je recommande évidemment en Blu-ray. Que tu as pris de ta DVD Tech personnelle, bien évidemment. Alors, autre film, alors vintage cette fois-ci, oui. Bon, alors c'est vrai que ça évoque le passé du cinéma, l'ancien cinéma. Oui, tout à fait. Once Upon a Time in Hollywood. Voilà, qu'on voit ici, qui est sorti en Blu-ray le 14 décembre dernier. Pourquoi on en parle ? Parce que c'était déjà un très bel objet pour les cinéphiles, évidemment. On a un très beau rendu technique en termes de piqué, de définition et même de son. C'est le 9e film de Quentin Tarantino, parce qu'on peut regarder sur sa filmographie, on voit marqué 10 films, mais voilà, Kill Bill est considéré comme un seul et même film, Kill Bill 1 et 2. Oui. D'accord. Oui, monsieur. Oui. Mais voyez, c'est pour ça qu'on aime Thomas. C'est une espèce de Wikipédia vivant du cinéma. Vous le saviez, ça ? C'est bien, non ? Tu le savais ? Moi, j'aime beaucoup Tarantino, c'est pour ça. C'est pour ça. Et donc c'est un peu le film du moment, entre guillemets, puisqu'on a les Oscars qui arrivent très prochainement, le 9 février prochain. Le film totalise déjà 10 nominations. C'est un sérieux concurrent avec 1917, dont on parlera tout à l'heure. C'est quoi l'histoire de... Alors, en fait, on est en 1969. Qui a été une période charnière dans la transition à Hollywood, entre l'ancien et le nouvel Hollywood aussi, puis avec le contexte en toile de fond qui est donc l'assassinat de Sharon Tate par Marilyn Manson, et c'était vraiment un traumatisme. J'ai dit quoi ? Marilyn Manson, autant pour moi. Charles Manson. Donc pas la peine de mettre en prison Marilyn. Il était pas né, je crois. Possible. Donc nous sommes en 69 et on suit donc la star de ciné Rick Dalton, qui est donc incarné par Leonardo DiCaprio, et son fidèle acolyte Cliff Booth, incarné par Brad Pitt, qui joue un peu son homme à tout faire et qui est sa doublure cascade, et qui déambule dans ce Los Angeles qu'ils ne reconnaissent plus, qui sentent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Donc c'est effectivement tout ce que... je sais que beaucoup de personnes ont été déçues par ce film, parce qu'il n'y a pas le côté... C'est le cas, toi, JS, t'as été déçu ? Vraiment. Il n'y a pas le côté tonitruant, cartoon qu'on pourrait attendre d'un film de Tarantino. Il y a un peu plus grave que ce qu'on pouvait imaginer. Oui, c'est très mélancolique. À titre perso, moi, je trouve que c'est son chef-d'œuvre. Ah oui. Je pense que c'est vraiment son chef-d'œuvre, parce que c'est vraiment le film qui le constitue en tant que cinéphile. C'est un film qui se passe comme un rêve. En fait, c'est assez onirique en fait, comme moment. Et voilà, moi je trouve que les 10 nominations aux Oscars ne sont absolument pas volées, et j'espère que même je lui souhaite d'avoir l'Oscar du meilleur film. Je suis absolument d'accord avec toi. Moi, c'est mon film de Tarantino préféré. C'est un film assez fascinant, moi, que je suis allé voir 2 fois au cinéma, et ça ne m'était pas arrivé depuis très longtemps. Guillaume, tu as vu ça ou pas ? Ouais, moi, il faudrait que je le revoie, en fait. Je pense être passé à côté. Alors, je me dis pas, j'ai pas aimé, je me dis, il faut creuser. C'est ce que ça m'avait fait pour Inglourious Basterds. J'ai vu une première fois, j'ai vu une deuxième fois, j'ai dit chef-d'œuvre. Quels sont les autres projets, les futurs projets de Tarantino ? Il a dit qu'après après son 10e film, il arrêtait. Ça fait longtemps qu'il dit ça. Alors, il y a eu pas mal de projets, mais moi non plus, j'y crois pas. Ouais. Il a écrit un scénario pour un Star Trek, qui ne se fera sans doute jamais, à mon avis. Là où on l'aimerait le voir, c'est sur un film d'horreur. Il n'exclut pas de faire un film d'horreur. Moi, j'aimerais beaucoup le voir investir ce genre-là. À mon avis, ça peut être gore. Il a été nourri à ça en plus aussi. C'est un peu, parce que Réservoir Dogs, déjà, c'est un peu un film d'horreur, quand même, avec le recul. C'était impressionnant. Moi, je sais que c'est un film qui m'avait impressionné et un peu traumatisé, mais c'est vrai que là, on verra bien. Et puis c'est vrai que même Kill Bill 3 était quand même... Il y avait du gore, quoi. Kill Bill 2. Le 2. Mais le 3, il n'y en avait pas. Il y a eu une rumeur aussi de Kill Bill 3, mais ça aussi, à mon avis, ça ne verra jamais le jour. Parfait, voilà pour Once Upon a Time in Hollywood. On va terminer cette ultra haute émission par le film, la sortie de ce mois.
Alors, on parlait tout à l'heure de ce film, Once Upon a Time in Hollywood, qui est en lice pour les Oscars, mais il n'est pas le seul. Et oui, en face, il a 1917 de Sam Mendes, réalisateur britannique à qui l'on doit American Beauty, Skyfall ou encore Spectre, et qui là s'empare du genre du film de guerre pour nous embarquer sur le front ouest de la Somme, avec ces deux jeunes soldats, Schofield et Blake, qui sont chargés de traverser les lignes ennemies pour aller délivrer un message à une autre troupe anglaise composée de 1600 soldats afin d'éviter un possible carnage, puisqu'on parle d'un piège tendu par les Allemands. Et la particularité du film, c'est que c'est un film en un plan séquence. En tout cas, en un faux plan séquence. Alors, on rappelle ce que c'est pour tous ceux qui ne sont pas des spécialistes. Qu'est-ce que c'est qu'un plan séquence ? Un plan séquence, c'est quand on va filmer une séquence en une seule prise. Sans coupe apparente en tout cas. Là, en l'occurrence, c'est un faux plan séquence. C'est une dizaine, je crois, de plans séquences qui ont été raccordés numériquement. Voilà. Donc on suit ces deux personnages-là et le but de ce procédé technique est de faire ressentir aux spectateurs, de l'immerger au plus près d'eux dans l'action. Voilà. Donc c'est absolument... Donc il y a des scènes qui durent, mais s'il y a quelques plans séquences, ça doit être un enfer à tourner, non ? C'est ça ? Eh ben, c'est effectivement un enfer à tourner, je te confirme. Sam Mendes l'a dit en interview, c'est que si au bout, s'il décide de faire une séquence de 9 minutes, et que à la 5e minute, il y a quelque chose qui déconne, et ben, faut tout refaire. Voilà. C'est dingue. Il y a des images de making-of que tout le monde peut trouver sur le web qui sont assez incroyables. Oui, parce pour coordonner... comme tu disais, pour plusieurs minutes où tu dois coordonner des centaines de figurants, des explosions, et tout ça se joue à la seconde près. Au millimètre. Voilà. Il faut que la caméra arrive au bon moment, il faut que les comédiens, les figurants, que tout soit... C'est une chorégraphie, carrément. Totalement. Et puis là, tu n'as pas intérêt à bégayer, si tu as du dialogue. Parce que là, franchement... pour le coup, il y a très peu de dialogue. Moi, une des premières choses que j'ai dites en sortant de la salle de cinéma, c'est... Et c'est très, très hasardeux comme comparaison, mais je me suis dit c'est le Gravity du film de guerre. C'est-à-dire que je n'avais pas ressenti une telle expérience saisissante au cinéma depuis Gravity. C'est-à-dire qu'on a une exigence d'attention, on a une exigence d'investissement dans ce film-là où on ne peut pas être distrait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont habitués à voir des films avec des coupes, etc., où on a un petit moment de distraction. Non, là, on est avec eux on est tout le long. Du début jusqu'à la fin, c'est sûr. Voilà. Et Sam Mendes s'excuse auprès des... il l'a dit en interview, il s'excuse auprès des spectateurs qui sont sortis de la salle parce qu'ils n'aimaient pas être prisonniers, justement de ce procédé-là. Il y a des moments qui sont très oppressants, qui sont difficiles. Ouais. La communauté de Sens Critique... pour l'instant, c'est le meilleur film de l'année. Bon, l'année vient de démarrer. On sera dans un des 3 meilleurs films de l'année, probablement. Oui, parce qu'il y a quand même James Bond qui s'apprête à débuter aussi. Non, en termes de qualité, non, ce ne sera pas du tout... Ah, d'accord. Non, là, on parle de films qui sont... Au-dessus. Ouais, vraiment au-dessus, dans les 3 meilleurs de l'année. Et puis un autre point, moi je trouve qui est intéressant, c'est que la Première Guerre mondiale est rarement synonyme de succès au cinéma. Oui. Et donc c'était un beau pari, et c'est un carton en entrée. Il faut que tu le vois, François. Fais confiance à la salle de cinéma, vas-y. Oui, mais c'est vraiment, c'est vrai. Mais je vais y aller. S'il y a un film à voir en salle, oui, bien sûr. Ne pas voir ce film en salle, c'est un crime. C'est ce que je disais pour Gravity, c'est un film qui ne fonctionne plus sur grand écran chez soi, en fait. C'est au cinéma, c'est une expérience unique, quoi. Il y a pas et heureusement qu'il existe des films comme ça encore. Bah oui, heureusement. Qui donnent envie d'aller au cinéma. Heureusement qu'il n'y a pas que Marvel. Jean-Sébastien, tu as vu 910 Alors pas encore, malheureusement, j'ai pas eu le temps, mais je suis très impatient d'aller le voir parce que tout le monde me dit que c'est absolument génial. Donc oui, je vais y aller. Et Laure, les films de guerre, ça te branche ou pas ? J'ai pas vu 1917, mais honnêtement, en entendant les retours, ça me donne plutôt envie, même si c'est pas trop mon truc à la base. Bon, vous savez quoi, on va se prendre 1 kilo de popcorn, on va y aller tous ensemble. Et on va voir ce que ça donne. Voilà pour donc la sortie de ce mois 1917, et ce sera pour
terminer, pour conclure cette ultra haute émission. Justement, encore une fois, alors on vous offre pas une salle de cinéma, mais on vous offre une belle télé. Et franchement, ça serait dommage de passer à côté parce que cette télé TCL qu'on vous offre de 55 pouces, eh bien, va vous permettre de télécharger en fait tous les services de SVOD qui cartonnent actuellement, de Netflix. Vous pouvez aussi installer MyCanal. Enfin, l'écosystème Android TV est quand même très très large, très très riche. Donc voilà, ça c'est plutôt un bon point. En plus, c'est une télé 4K qui en plus est compatible Dolby Audio. Et pour remporter cette télé TCL, on vous invite à aller sur le site de 01net.com. Vous allez cliquer sur le lien qui va vous parler de cette émission, que vous allez retrouver très facilement sur 01net.com. Et il suffit de répondre à la petite question qu'on vous pose, très facile. Et si vous êtes tiré au sort, il y aura cette télé TCL pour vous. Merci à Laure Foulquier. Merci à toi, François. On se retrouve très vite. Merci à Thomas Camacho. Donc on retrouve aussi François. sur son podcast. Fin de séance, abonnez-vous. Et bien voilà. Guillaume Boutin, bien sûr, Sens Critique. Et Jean-Sébastien Tarki sur 01net.com. On se retrouve très vite. Merci de nous suivre. On sera là le mois prochain. À très bientôt. L'ultra haute émission avec TCL, deuxième fabricant mondial de téléviseurs.